Pierre Perret, né un jour d'été 1934 à Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne, a grandi loin des ors de la capitale et des projecteurs. Son univers d'enfance se résume au Café du Pont, tenu par ses parents Maurice et Claudia, au lieu de vie populaire où se mêlaient rires, disputes et accents chantants du sud-ouest. Là, entre deux parties de belote et des conversations ponctuées de jurons savoureux, il a appris à aimer les mots, leur saveur et leur pouvoir de rassembler. L'image est simple mais marquante. En rentrant de l'école, il embrassait sa mère, trempait un quignon de pain dans la sauce encore chaude et goûtait ce bonheur brut qui n'avait pas encore été entamé par la notoriété. Mais l'école, elle, n'avait rien d'un refuge. Un instituteur brutal marquera ses jeunes années, jusqu'au jour où, excédé par tant d'injustice, sa mère décide d'intervenir. Un coup de règle cinglant qui sauve la dignité de son fils et met fin à ce harcèlement silencieux. Cet épisode forge déjà chez Pierre un tempérament lucide et insoumis, qui ne le quittera jamais. Élève autodidacte et insatiable, il se passionne pour les arts. À 14 ans, il rejoint le conservatoire de Toulouse. Saxophone, diction, déclamation, il excelle. À 19 ans, il obtient un premier prix, couronnement de ses efforts acharnés. Mais l'appel de la scène et des rencontres le pousse plus loin. Direction Paris. En 1956, au cabaret La Colombe, il ose présenter ses premières chansons. Le public est conquis et l'artiste, encore timide, est littéralement poussé sur scène par ses amis. Très vite, les rencontres prestigieuses s'enchaînent. Georges Brassens, Claude Nougaro, Eddie Barclay. Autant de figures qui reconnaissent en lui une voix unique. Les années 1960 marquent son envol. Ses refrains espiègles comme le torboyau, les jolies colonies de vacances ou encore le zizi font chanter la France entière et scandalisent les bien-pensants. Au point qu'Yvonne de Gaulle, première dame, aurait tenté d'en interdire la diffusion. Boycotts, menaces, lettres d'insultes qu'il conserve précieusement ne l'empêche pas de rester droit dans ses bottes. Libre et têtu, il signe en 1977 Lily, inspiré d'un voyage à New York et d'une rencontre avec Angela Davis. Un portrait vibrant d'une jeune immigrée confrontée au racisme. Des radios refusent de la diffuser, sa réponse est sans appel « Si je ne peux pas chanter Lily, alors je ne viens pas ». Résultat, 150 concerts par an et chaque soir, une ovation. Si Pierre Perret amuse, il sait aussi émouvoir et dénoncer. La chanson devient son arme douce, la scène son terrain de lutte. Ce mélange d'humour et de gravité forge une image rare, celle d'un poète populaire capable de faire sourire tout en plantant des graines de réflexion. En parallèle, il s'essaie à l'écriture. En 2005, le Café du Pont se vend à plus de 100 000 exemplaires en un mois. Chronique gasconne mêlant anecdotes croustillantes, portraits tendres et recettes parfumées. Ce livre prouve que la mémoire, quand elle est racontée avec sincérité, touche un public bien au-delà des amateurs de chansons. Pourtant, derrière l'espièglerie publique, il y a l'ombre. Pierre évoque parfois, à demi-mot, la trahison, la maladie, la solitude. Il confesse avoir passé sa vie à lutter contre le désespoir et résume d'une phrase ce que l'expérience lui a appris, le plus grand fléau de la vie, c'est la lucidité. Mais cette lucidité, loin de le paralyser, devient le carburant de ses créations. Et même à plus de 90 ans, il continue de monter sur scène, refusant de s'user dans une tournée de trop, mais promettant de ne jamais abandonner la musique. L'écriture le traverse encore comme une évidence. Les années 1950 et 1960 sont à la fois un tremplin et un champ de bataille pour Pierre Perret. Derrière l'euphorie des cabarets parisiens et la découverte du succès, son corps commence à envoyer des signaux d'alerte. À force de nuits blanches, de tournées éreintantes et d'un rythme effréné, l'organisme s'épuise. Un soir, sur l'insistance de Françoise, sa compagne de l'époque, il accepte de consulter. Le diagnostic semble d'abord bénin, fatigue, carence, rien de grave, mais les symptômes s'aggravent. La respiration devient difficile, les douleurs s'intensifient. Le verdict tombe enfin. Liquide pleural comprimant le cœur, l'urgence impose une ponction de 2 litres et un repos absolu. Le danger est écarté de justesse. Pour se remettre, Pierre part à Luchon, dans les Pyrénées, espérant que l'air pur et la tranquillité accéléreront la guérison. Mais alors qu'il est vulnérable, le destin frappe cruellement. Françoise le quitte, pour le médecin qui le soigne. 4 années d'amour balayées en un instant. La trahison est intime, brutale. Malade et isolé, il doit se reconstruire seul. Cet épisode, qu'il évoquera toujours avec retenue, laissera une empreinte profonde. La conscience que tout peut basculer sans prévenir. La musique devient alors son encre. Mais la santé vacille encore. Une pleurésie tenace l'oblige à un long traitement qui menace même sa voix. 7 mois passés à Saint-Salmos, loin de la scène et des lumières parisiennes, à écrire, réfléchir et reprendre des forces. Le 9 juillet 1960, jour de ses 26 ans, il est déclaré rétabli. Mais quelque chose a changé. Il sait désormais que chaque note, chaque mot, peut être le dernier. Ce retour à la vie coïncide avec un nouveau départ artistique.
Grâce à Eddie Barclay, il enregistre son premier 45 tours, Moi j'attends Adèle. Le public adhère immédiatement. Dans la foulée, il croise la route de Rebecca, qui deviendra sa femme et sa complice de toujours. Leur histoire commence dans un désaccord, se poursuit sur scène et se transforme en une union solide, tissée sur 60 années. Rebecca m'a rendu plus intelligent, confiera-t-il, ému, des décennies plus tard. Pourtant, la vie n'épargne pas le couple. Leur fille Julie meurt à l'âge de 32 ans, drame qu'il qualifiera de pire chose qui puisse arriver dans une vie. Dès lors, Pierre se tait sur sa famille. La douleur est trop vive, trop intime. Lors d'une interview avec Alessandra Sublet en 2013, il accepte d'évoquer Julie mais chaque mot semble peser une tonne. C'est une plaie qui ne cicatrise pas. À ces blessures personnelles s'ajoutent des polémiques publiques. En 2009, un article du Nouvel Observateur signé Sophie Delassaigne met en doute l'authenticité de sa relation avec l'écrivain Paul Léoto et l'accuse de plagiat. Pour Pierre, c'est une atteinte directe à son honneur. Il porte plainte pour diffamation, gagne le procès et obtient réparation. Plus qu'une victoire juridique, c'est une bataille pour la vérité et la mémoire. Mais certaines douleurs échappent aux tribunaux. En 2019, il révèle qu'il n'a plus de contact avec ses enfants ni ses petits-enfants. « Je ne sais même pas si j'ai des arrière-petits-enfants », confie-t-il, la voix presque résignée. Il ne souhaite pas en expliquer les raisons, par respect pour leur vie privée. Derrière l'homme qui a fait chanter la France se cache une immense solitude. Et pourtant, à plus de 90 ans, il continue d'arpenter les scènes. Une vingtaine de concerts sont encore programmés, mais il confie à Ciné Télé Revue que la fin approche. Après cela, je poserai la guitare et j'irai à la pêche. Pas question de s'éteindre sur scène, à bout de souffle. Il veut partir debout, mais l'écriture, elle, ne s'arrêtera pas. Son esprit reste alerte, sa plume acérée. Sa chanson Paris saccagé a récemment provoqué débat et réflexion, preuve que Pierre Perret, même après 6 décennies de carrière, continue d'être un poète engagé qui bouscule les consciences. Derrière l'image publique du bon vivant, blagueur et malicieux, se cache un homme d'une rigueur presque monacale. Lorsqu'il referme la porte de sa loge, Pierre Perret se défait du personnage pour redevenir l'artisan inquiet qui polit chaque syllabe comme on taille une pierre précieuse. Il rature sans relâche, jette des pages entières dans ce qu'il appelle le petit cimetière de papier et ne garde que la phrase qui sonne juste. Il n'a jamais cherché à produire pour produire. Pour lui, l'écriture est un pacte avec la vérité. Et ce pacte ne tolère aucune tricherie. Ses journées sont organisées autour de rituels étranges, fruits de décennies de travail et de superstitions discrètes. Avant un concert, il touche le bois de la scène du bout des doigts, comme pour prendre le pouls d'un animal familier. Il frappe 3 fois le bord d'un pupitre, s'interdit toute tasse de café après la répétition. Non pas par folklore, mais parce qu'il a constaté qu'en respectant ses gestes, les mots se plaçaient de mieux, la voix se calait sur le bon tempo. Sa relation au temps est tout aussi singulière. Il divise ses années en 2, les saisons des routes, où il accepte les chambres d'hôtel impersonnelles et les lumières de trop blanches, et les saisons du retrait, où il s'accorde des journées lentes, faites de lecture, de cuisine et de longues promenades. Dans ces moments de pause, il observe, note, collecte des détails, une odeur de marché, la manière dont un passant tient son sac, la lumière sur une vitrine, qu'il glisse dans un carnet qu'il appelle le cahier des preuves. Non pas des preuves contre quelqu'un, mais des preuves contre l'oubli. Il a toujours refusé les aveux en vitrine. Parler de soi, oui, mais seulement si c'est pour offrir quelque chose de vrai. C'est ainsi qu'il garde dans un tiroir des enveloppes scellées, chacune portant un mot, colère, tendresse, orgueil, honte. Il ne les ouvre que lorsque l'inspiration se tarit, relisant ce qu'il s'était écrit à lui-même des années plus tôt pour retrouver une clarté intérieure. Ses amours, comme ses amitiés, suivent-elles la même exigence. Pas de faux-semblants, pas de mise en scène. Il préfère les preuves discrètes. Un bol posé du même côté de l'évier, un livre laissé ouvert à la page où l'autre s'était arrêté, un pull plié au pied du lit. L'amour, chez lui, est une forge, pas un refuge. Ce choix lui a parfois coûté cher, mais il a toujours estimé qu'il valait mieux la sincérité qui blesse que le confort qui endort. Même sur scène, il conserve cette part de mystère. La seconde qui précède l'ouverture du rideau est pour lui un moment sacré. Il y repère souvent un fauteuil vide au milieu de la salle, imagine qu'il est occupé par un absent, ami perdu, amour disparu, membre de la famille, et lui adresse la première phrase comme une confidence. C'est peut-être là son plus grand secret, parler aux absents sans les forcer à revenir et ainsi leur laisser une place dans la chanson. Pour Pierre Perret, la chanson n'est pas qu'un divertissement, c'est un acte de fidélité envers ceux qui écoutent et ceux qui ne sont plus là. Ce qui frappe, c'est que derrière chaque couplet léger se cache un travail acharné, presque invisible, et une exigence morale. Ne jamais trahir le sens profond des mots, car dit-il, la beauté n'aime pas les canapés trop doux et l'amour non plus.
Tout au long de sa carrière, Pierre Perret a cultivé des amitiés exigeantes et des alliances silencieuses, loin du vacarme médiatique. Ses partenaires de scène, il ne les choisissait pas pour leur prestige ou leur renommée, mais pour leur capacité à écouter, à servir la chanson plutôt qu'à s'en servir. Les musiciens qui l'accompagnaient savaient qu'avec lui, chaque note devait porter le texte, respecter la respiration des mots. Souvent, à la fin d'un concert, il ne félicitait pas bruyamment ses musiciens. Il se contentait d'un geste, d'une main posée sur l'épaule, d'un regard qui disait « merci ». Ces signes simples, répétés, tissaient un lien plus fort que n'importe quel discours. Dans les dîners qu'il organisait, on parlait rarement de lui. On parlait de tout, sauf de soi. L'art, la politique, une anecdote survenue dans un village reculé, une recette transmise par une grand-mère, ce mélange d'humour et de silence créait un espace rare, où chacun pouvait se déposer sans crainte d'être jugé. Il tenait beaucoup à ces cercles, car ils lui permettaient de rester indépendant face à l'image publique qu'on voulait lui coller. Ses refus soudains d'apparition ou ses annulations de dernière minute, qui faisaient parfois jaser dans la presse, n'étaient ni caprice ni stratégie. C'était une question de sincérité. Lorsqu'il sentait que la vérité de l'instant lui échappait, il préférait se retirer plutôt que d'offrir une performance creuse. Il n'y a de chansons durables que celles qui ont résisté au confort, aimait-il répéter. Cette exigence, il l'appliquait aussi dans ses gestes les plus simples. Certains de ces gestes sont restés secrets pendant des années. Un soir d'hiver, une tempête de neige avait vidé la salle d'un petit bourg de montagne. Un seul spectateur se présenta, un homme sans manteau qui tremblait. On proposa d'annuler, de rembourser. Pierre refusa. Il chanta pour lui, avec la même intensité que devant 1000 personnes. À la fin, l'homme, les yeux brillants, le remercia et partit dans la nuit. Pour Perret, cette soirée fut une révélation. La scène n'est pas une vitrine, c'est une présence offerte, quel que soit le nombre. Cette générosité discrète se manifestait aussi dans sa manière de réparer les blessures. Il tenait une liste, jamais montrée, des personnes qu'il estimait avoir déçues ou blessées, volontairement ou non. Une fois par mois, il en appelait une au hasard, juste pour demander pardon. Parfois, personne ne répondait, parfois, on lui raccrochait au nez. Mais parfois aussi, une voix attendue depuis 20 ans reprenait le fil, comme si le temps avait suffi à apaiser la douleur. Ces appels n'effaçaient pas sa culpabilité, mais ils lui donnaient l'élan de continuer à chanter sans se mentir. Sa fidélité se traduisait aussi par des actes presque invisibles. Dans une petite valise verte qu'il gardait dans son bureau, il conservait des poignées de confettis ramassés après des rappels. Chaque poignée était liée à une date et à des prénoms précis. Il ouvrait rarement cette valise, mais lorsqu'il le faisait, l'odeur de scène remontait intacte, comme un souvenir que rien ne pouvait ternir. Même dans la reconnaissance officielle, il restait prudent. On se souvient d'un diplôme honorifique qu'on voulut lui remettre. Par égard pour les organisateurs, il le reçut, mais de retour chez lui, il écrivit une lettre expliquant ses réserves et sa gratitude. Lettre qu'il ne posta jamais, mais qu'il glissa dans la petite valise verte. Pour lui, certains remerciements n'avaient pas besoin d'être publics. Dans tout cela, ce qui frappe, c'est sa cohérence. Que ce soit sur scène, dans la vie privée ou dans l'amitié, Pierre Perret cherchait toujours à rester fidèle à une ligne intérieure, même si cela lui coûtait en popularité. Et c'est sans doute cette fidélité, obstinée et discrète, qui explique pourquoi ses chansons traversent le temps sans perdre de leur force. Il y a dans le parcours de Pierre Perret un paradoxe qui intrigue. Celui d'un homme capable de faire rire la France entière, tout en étant guidé par un doute constant. Loin de l'image d'un artiste sûr de lui, il avoue avoir, un soir, rédigé un texte d'adieu à la scène. Une page sèche et lumineuse, sans pathos, où il remerciait le public et annonçait son départ. Il glissa cette feuille dans la doublure de sa veste, dormit à peine, puis, au petit matin, marcha dans une ville encore endormie. Au premier camion de livraison croisé, il sut qu'il resterait. Non par héroïsme, mais parce que la vie venait de lui parler à voix basse. Ce retournement silencieux est à son image, un mélange d'abîme et de remontée. Depuis, il cultive ces instants où la vie semble chuchoter des réponses. Il marche incognito dans les marchés, écoute les manutentionnaires, les commerçants, les voix qu'on n'entend jamais sur les plateaux télé. Il ramène ses sons, ses mots bruts, pour nourrir ses personnages. Un geste banal, poser un bol ébréché sur la table, effleurer la fissure du doigt, devient pour lui une métaphore. Aucune beauté n'est complète, et c'est cette imperfection qui la rend vraie. Dans l'amour, il applique la même philosophie. Avec Rebecca, leur lien n'a jamais été un refuge figé, mais un lieu d'exigence mutuelle. Ils savaient se taire, se reprendre, s'écrire des mots qui ne sortaient pas de la maison. Un jour, il posa une valise près de la porte, décidé à partir pour éprouver l'usure de leur attachement. Rebecca lui dit simplement « Fais comme tu sens ». Cette liberté offerte fut plus forte que toutes les chaînes. Il rangea la valise et resta. Il y a aussi les blessures qu'il choisit de garder secrètes, comme cette histoire brève et impossible avec une musicienne rencontrée sur un plateau.
Pas un adultère éclatant, mais un éblouissement contenu, traduit en partition et brûlé au bout d'un mois. Pour lui, certaines beautés ne doivent leur force qu'à leur inachèvement. Dans ses chansons, il laisse volontairement des portes entr'ouvertes, pour que chacun puisse y entrer. La perte de sa fille Julie reste l'ombre la plus dense. Un matin, il prit seul un train, posa une fleur sur une tombe où n'apparaissait aucun nom familial, parla doucement à son enfant absente, il lui raconta la couleur du ciel, une anecdote de tournée, une blague de régisseur. Puis il repartit, avec la promesse de ne plus exposer leur peine à la lumière. Depuis, il protège jalousement ce qui reste vivant, préférant le silence à l'explication. Sa relation au travail reste inchangée. Obstination humble, refus de prendre la douleur pour excuse. Il peut passer des heures à apprivoiser une main tremblante au saxophone, à préparer un ragoût qui mijote toute la journée pour désarmer la colère, à ranger ses carnets par saison. Il place sur le même plan nourrir et écrire, deux façons de prendre soin. Quand éclate une polémique, il ne se réfugie pas dans un slogan. Il descend au terrain, discute avec ceux que l'on caricature, accepte l'inconfort des contradictions. Ce refus de choisir un camp tout tracé lui a valu des critiques, mais il sait que la vérité ne se résume pas à un drapeau. Dans son bureau, une petite valise verte contient des confettis de scène, chacun lié à un soir précis. Il y a aussi une lettre de gratitude jamais envoyée, et ce diplôme qu'il a accepté par respect, mais qu'il a préféré garder discret. Tout cela forme un musée intime, à l'abri des regards. Aujourd'hui, il continue d'écrire, de chanter, de choisir la justesse plutôt que l'éclat. Ses chansons traversent les générations comme des eaux souterraines. On ne les voit pas toujours, mais elles fertilisent la mémoire collective. Il nous manque déjà, non pas parce qu'il s'éloigne, mais parce qu'il incarne une rareté, celle d'un artiste qui préfère la vérité au vacarme. Et c'est peut-être là son plus bel héritage. En retraçant la vie de Pierre Perret, on comprend vite que l'homme dépasse largement l'image publique du chanteur à refrain malicieux. Derrière le zizi ou les jolies colonies de vacances, il y a un poète populaire façonné par les racines gasconnes, les épreuves de la maladie, les trahisons intimes, et une lucidité qu'il qualifie lui-même de « fléau de la vie ». Cette lucidité, loin de l'user, lui a donné l'élan d'une œuvre à la fois tendre et irrévérencieuse, où chaque chanson, même la plus légère, porte une vérité humaine. Son parcours, tissé de fidélité silencieuse, d'amitiés exigeantes et de gestes discrets, témoigne d'une conception rare de l'art. Celui-ci n'est pas un miroir complaisant, mais un outil de transmission, de résistance et parfois de guérison. À travers ses rituels, ses carnets, ses refus de céder au confort ou à la facilité, il a prouvé que la sincérité coûte cher, mais qu'elle seule laisse une trace durable. À plus de 90 ans, Pierre Perret continue de chanter et d'écrire, non pour entretenir une légende, mais pour rester fidèle à cette ligne intérieure qui guide chacun de ses choix. Il nous apprend que vieillir sans renoncer est possible, que souffrir sans se taire est un acte de courage et qu'aimer sans posséder est peut-être la plus belle forme de liberté. Et si ces chansons nous accompagnent encore demain, c'est parce qu'elles portent, derrière la malice, la vérité nue d'un homme qui a choisi la justesse plutôt que le vacarme.